Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais refaire un concept que j'ai adoré faire, mais cette fois-ci en version Ghibli. Donc je vais vous parler de 4 films des studios d'animation Ghibli et à chaque fois je vais les associer avec un livre. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer cette vidéo avec le dernier Ghibli que j'ai vu et qui m'a donné envie de refaire ce type de vidéo. Il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent. C'est un long métrage adapté d'une série de mangas qui contient 7 tomes et qui a été écrite et dessinée par Hayao Miyazaki, également à l'œuvre pour ce film. On suit Nausicaa, princesse de la vallée du vent, une enclave pacifique où vit ce qu'il reste de l'humanité suite aux différentes catastrophes naturelles qui ont rendu la planète hostile et toxique. Cependant, la quiétude de ce peuple sera mise à mal le jour où un peuple voisin envahit leurs terres et propose aux habitants de la vallée de les aider à réveiller une puissante arme capable de brûler la forêt toxique. C'est un véritable chef-d'œuvre et je suis absolument ravie d'avoir pris le temps de regarder cet animé qui n'a pas pris une seule ride. L'animation est d'une beauté à couper le souffle. Les musiques sont incroyables et l'histoire est tellement riche et intelligente. En plus de ça, Nausicaa est une héroïne attachante, courageuse, intelligente et empathique. Bref, un véritable modèle qui prouve qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour accomplir son destin et qu'elle peut elle aussi réaliser de grandes choses. Je ne doutais pas une seule seconde que j'allais apprécier ce film, que je suis vraiment fan de tout ce que fait les studios Ghibli, comme vous avez pu le constater je pense avec la vidéo Ghibli Book Tag que je vous remettrai dans le petit i et celle-ci. Mais Nausicaa de la vallée du vent a été un énorme coup de cœur et je sens qu'il va me hanter pendant très longtemps. Et en regardant le film, je me suis dit que l'ambiance, les guerres entre les différentes nations, la nature hostile, ça me faisait penser à la série de manga Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda, publiée chez Glénat. Dans ce manga, nous suivons le personnage de Shakuro, un jeune garçon qui occupe le poste de scribe au sein de la baleine de glaise. C'est un immense vaisseau qui navigue à travers les mers de sable. La baleine de glaise abrite 2 types de personnes. Celles et ceux qui peuvent manier le samya, c'est une sorte de magie venant des émotions et des sentiments et condamnant celles et ceux qui la pratiquent à une vie très courte. Et puis on a les personnes qui sont dépourvues de magie. Et nous suivons le quotidien de toutes ces personnes, qui est relaté par Shakuro, jusqu'au jour où celui-ci rencontre Lycos, une jeune fille très étrange. Dès sa sortie en français, ce manga m'avait beaucoup intriguée parce qu'il changeait vraiment de ce que j'avais l'habitude de lire à ce moment-là. Il faut dire que j'ai été une très grande consommatrice de shonen dans mon adolescence. Je lisais et je regardais beaucoup les classiques du genre comme Naruto de Masashi Kishimoto ou encore Fairy Tail de Hiro Mashima, et sans dénigrer ces 2 piliers du shonen, je ne peux pas nier le fait que le genre se base vraiment sur des tropes que les mangaka réutilisent à l'infini, comme le fameux pouvoir de l'amitié, ou encore les méchants qui ont des dessins de plus en plus sombres au fur et à mesure des arcs narratifs. Bon, j'ai clairement dû attendre plusieurs années avant d'enfin pouvoir me procurer les tomes des Enfants de la Baleine en bibliothèque, mais je n'ai pas du tout été déçue. J'ai directement été séduite par l'histoire, notamment par son ambiance douce amère qui est parfaitement maîtrisée. J'ai ressenti un réel équilibre entre la douceur du quotidien, les moments paisibles et tranquilles et les instants plus tragiques, plus douloureux. Et comme pour Nausicaa de la vallée du vent, on évolue dans un environnement hostile, loin de toute civilisation. Dès le premier tome, on a aussi des conflits armés, des personnes mal intentionnées qui veulent coloniser la baleine de glaise et s'emparer de ses ressources. Mais les enfants de la baleine, ça parle aussi beaucoup des émotions, de la gestion de celles-ci, de la désobéissance ou encore des traumatismes. C'est une œuvre très riche, pleine de mystères et qui n'a pas fini de me surprendre. Actuellement, j'en suis au tome 9 sur 23 et je ne me lasse pas du tout
de cette histoire, de ces graphismes très soignés qui ont, je trouve, une petite ressemblance avec le style de Nausicaa de la Vallée du Vent, à tout le moins un style très proche de celui des films Ghibli. Il y a également une adaptation en animé qui a été faite par Netflix. J'avais regardé à l'époque quelques épisodes et même si j'avais beaucoup aimé, je n'ai pas poursuivi mon visionnage, sûrement parce que l'animé a été fait au début de la publication du manga et ne compte qu'une seule saison qui a 12 ou 13 épisodes, ce qui représente une infime part de l'œuvre et la fin doit être vraiment différente de celle du manga dont la publication a été achevée il y a très peu de temps. Bref, si vous cherchez un manga qui a des allures de Nausicaa de la Vallée du Vent, Les Enfants de la Baleine vous conviendra parfaitement. Pour le deuxième film, j'avais envie de vous parler de Arrietty, le petit monde des chapardeurs que j'ai vu il y a déjà quelques mois. L'histoire se déroule dans une grande maison située dans la banlieue de Tokyo où un jeune garçon vient y séjourner avant son opération. C'est également là, dans le sous-sol plus spécifiquement, que vit Arrietty et sa famille. Ces derniers appartiennent au groupe des chapardeurs, des petits êtres vivant sous les maisons et volant aux humains uniquement ce dont ils ont besoin pour survivre, et ce sans jamais se faire repérer. Cependant, Arrietty va commencer à se lier d'amitié avec ce jeune garçon. J'avais beaucoup aimé ce film adapté d'un roman éponyme que la maison d'édition Yinis a traduit récemment. C'est, je pense, un peu une œuvre sous-cotée pour les adeptes du studio d'animation. C'est une histoire très belle, transmettant de jolies valeurs avec une fin un petit peu douce amère que j'ai beaucoup aimée. Et le tout est encore une fois porté par une héroïne forte et indépendante, ce qui illustre les propos de Miyazaki qui disait « Elles auront peut-être besoin d'un ami ou d'un soutien, mais en aucun cas d'un sauveur ». La musique du film était sublime et honnêtement, toutes les musiques dans les films des studios d'animation Ghibli sont juste iconiques. Mais pour ce qui est du livre que je vous recommanderais si vous avez aimé Arrietty, je vais pas chercher bien loin puisque je vous propose le manga minuscule de Takuto Kashiki publié chez les éditions Komiku. Ce sont des mangas tranches de vie dans lesquels on suit Akumei et Mikoshi, deux petites personnes mesurant à peine 9 cm et qui vivent au cœur des arbres. C'est une série de mangas hyper cosy que j'aime lire de temps à autre. Il n'y a pas d'enjeu particulier, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant à lire. Personnellement, ça me relaxe et ça m'évade de suivre leur randonnée dans les bois, de voir Akumei et Mikoshi cuisiner des petits plats qui ont l'air tout simplement succulents, pêcher au bord d'un lac, etc. Bref, c'est super doudou, super mignon et réconfortant à souhait. Les dessins sont très chouettes et j'adore l'atmosphère qui se dégage de ce manga. Je vous conseille de bien espacer les tomes pour profiter au mieux de l'expérience de lecture, sinon ça pourrait devenir un petit peu lassant, mais vraiment, lisez minuscule, c'est trop bien. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Porco Rosso, un autre incontournable du studio. On y suit l'histoire de Porco Rosso, un aviateur italien victime d'un sortilège qui l'a transformé en cochon. Ce dernier ayant quitté l'armée de l'air pour voler en solitaire et vivre une vie à l'écart du monde et chassé par la police secrète italienne. Et en plus de ça, un autre pilote cherche à lui nuire. Ce film-là, je l'avais vu quand j'étais plus jeune et j'en avais encore quelques souvenirs assez vivaces, mais j'ai quand même décidé de le revisionner et je ne regrette absolument pas parce que j'ai passé un excellent moment. Porco Rosso, c'est vraiment un hymne à l'aventure, à la liberté. Je me répète, mais l'animation était sublime, les musiques iconiques et encore une fois, on a un portrait féminin très loin des clichés et très novateur pour l'époque, même si, il faut l'avouer, Porco Rosso est un peu un rustre macho au début. L'aventure, l'aviation, l'Italie, ça m'a directement fait penser à la duologie Van Gogh de Timothée de Fombelle publiée chez Gallimard. Pour plus de facilité, je vais vous lire le résumé de Livre Addict qui nous dit donc ceci. Paris, 1934. Devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule. Le jeune Van Gogh doit fuir. Fuir la police qui l'accuse. Fuir les formes mystérieuses qui le traquent. Van Gogh ne sait pas qui il est. Son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes au brouillard de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Van Gogh cherche sa vérité. C'est une duologie que j'avais lue il y a déjà
quelques années et que j'avais adoré. Comme pour Porco Rosso, Van Gogh c'est une ode à l'aventure puisqu'on ne cesse de voyager aux quatre coins du globe, entre les îles au large de la Sicile, la France, l'Écosse, New York et j'en passe. Et puis l'histoire est incroyablement addictive et pleine de rebondissements. C'est aussi un texte qui respire la liberté, l'affirmation de soi et le fait de lutter pour ses convictions. En plus de cela, on a une flopée de personnages féminins très intéressants à suivre. Elles sont indépendantes, super badass et n'ont pas besoin d'être sauvées. Ce qui fait un point commun entre les œuvres de Miyazaki et celles de Timothée de Fombelle. Et puis Timothée de Fombelle a une plume très poétique, très lyrique et très travaillée. Je suis allée sur Babelio pour vous retrouver quelques citations pour que vous puissiez visualiser le style de l'auteur et je vous les lis tout de suite. Quand on observe les flocons qui passent en un point, l'ennui nous submerge. Mais quand on suit un flocon, un seul, depuis tout là-haut, quand on suit sa voltige, c'est l'aventure, c'est l'ivresse. La langue des autres est une chanson étrange dont on imite la musique avant d'en comprendre les paroles. Je crois que c'est une des plumes que je préfère dans toute la littérature jeunesse francophone et je pense que vous comprenez pourquoi. En conclusion, je pense que si vous avez aimé Porco Rosso, vous ne pourrez qu'aimer Van Gogh de Timothée de Fombelle. Et enfin, j'avais envie de conclure cette vidéo avec un Ghibli très doux, le très célèbre Mon voisin Totoro, également réalisé par Hayao Miyazaki. On suit une famille qui s'installe dans une nouvelle maison à la campagne et les petites filles vont faire la rencontre des différents esprits de la forêt. Je pense que, comme beaucoup, j'ai une affection toute particulière pour Totoro et puis pour le film dans son ensemble. C'est très doux, très paisible, comme une parenthèse loin des drames d'adultes qui ne se jouent pas si loin que ça dans le film. Pour moi, Mon voisin Totoro, c'est une invitation à la féerie, au merveilleux et à la reconnexion avec la nature. Et j'ai trouvé une saga de manga que j'aime beaucoup qui peut répondre à ces différents critères. C'est Mushishi de Yuki Urushibara, une série de mangas terminée en 10 tomes et publiée chez Kana. Dans Mushishi, nous suivons le personnage de Ginko, un expert en mushi, c'est-à-dire des créatures surnaturelles qui parasitent le corps des humains. Ginko parcourt le Japon afin de trouver des mushis et soigner leurs hôtes. Dans Mushishi, vous ne trouverez pas des esprits aussi mignons et fluffy que Totoro ou que le chat Bus, mais c'est également un manga tranche de vie paisible et mélancolique où la nature a une place prédominante et où les différents personnages sont vraiment proches de celle-ci. Les différentes histoires ont beau être empreintes de mélancolie et d'une touche de féerie, elles sont loin de se ressembler et de respecter le même schéma narratif, ce qui est toujours appréciable dans un manga tranche de vie. J'aime aussi le graphisme qui a quelque chose d'un peu old school, mais dans le bon sens du terme, et d'intemporel. À l'heure actuelle, j'ai lu les 3 tomes sur 10 que comporte la saga, et comme pour Minuscule, j'aime bien picorer un tome de temps en temps, me replonger dans cette ambiance à des moments bien précis et faire durer le plaisir, puisque je ne trouve pas que les mangas tranches de vie se prêtent à un binge reading. Dans tous les cas, je pense que Mushishi peut plaire à un large public, qu'il soit adepte ou non des mangas, un petit peu comme Mon voisin Totoro. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre Ghibli préféré et avec quel livre vous l'associerez. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.